Hello à toutes et tous et bienvenue sur Kinédi. Pour ce tout nouvel épisode, divisé en deux parties, je suis très heureuse de vous présenter l'échange que j'ai eu avec Chad Cook, physiothérapeute aux États-Unis, professeur à l'université de Duke, mondialement connu pour sa recherche en thérapie manuelle. Avec Chad, nous avons parlé de thérapie manuelle bien sûr, mais aussi de sa recherche, de l'essai clinique sur lequel il travaille en ce moment, d'intelligence artificielle, de techniques en thérapie manuelle, de l'importance du toucher dans une société où de plus en plus de gens de tout âge se sentent seuls. Chad va nous parler de sa formation, de son expérience et son travail en tant qu'enseignant et directeur de recherche à l'université de Duke. Il nous parle aussi de l'approche Maitland, de ses avantages et en quoi elle diffère des autres approches de thérapie manuelle. Voici un épisode passionnant avec un expert dans son domaine. Et la deuxième partie sera publiée la semaine prochaine. Aussi, n'hésitez pas à liker le podcast si ce n'est pas déjà fait, vous abonner et le partager autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour votre information, Chad Cook sera présent en France le 6 et 7 septembre à Biarritz et le 9 et 10 septembre à Paris dans le cadre d'une formation sur la thérapie manuelle EBP et le rachis en partenariat avec l'agence EBP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'agence EBP ou cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Bonjour Chad, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureux de parler avec vous. Oui, moi aussi j'en suis ravie. Nous allons parler de la thérapie manuelle et de vos recherches dans ce domaine. Mais tout d'abord, pourriez-vous nous parler un peu de vous, de ce qui vous a amené à vous spécialiser dans ce domaine et de ce que vous faites aujourd'hui ? D'accord, je vais essayer d'être bref. Je suis physiothérapeute depuis 34 ans. Je suis actuellement aux États-Unis dans un État appelé la Caroline du Nord et je travaille à l'université de Duke. Je suis donc avant tout un chercheur universitaire, mais j'exerce 2 jours par semaine. J'ai commencé en 1990 en tant que physiothérapeute orthopédique générale et j'ai travaillé pour une organisation qui souhaitait former ses physiothérapeutes à la thérapie manuelle. Ils voulaient se spécialiser dans ce domaine et je me suis portée volontaire. J'ai donc suivi un certain nombre de cours et j'ai fini par obtenir une certification dans l'approche Maitland, qui est une approche australienne. J'ai ensuite commencé à enseigner cette approche vers 1997, je crois. C'est à partir de là que les choses se sont développées. J'ai donné entre 250 et 300 cours dans plus de 40 pays et j'ai également fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Je ne fais pas que de la thérapie manuelle, mais c'est un domaine qui m'intéresse et me passionne. I don't only do manual therapy, but it's certainly an area that I'm interested in and passionate about. Qu'est-ce qui, selon vous, a le plus changé dans les méthodes d'enseignement entre le moment où vous étiez étudiant et aujourd'hui en tant que kinésithérapeute ? Je pense que beaucoup de choses ont changé, surtout au début des années 90, lorsque j'étais en formation. On nous enseignait une méthode philosophique très rigide et on apprenait en fonction de l'approche choisie. Et j'ai suivi beaucoup d'approches différentes. L'approche nordique, l'approche australienne, l'approche européenne en général. Elles étaient toutes très différentes et ancrées dans des philosophies différentes. Et on ne s'éloignait pas de ces philosophies. C'était très dogmatique. Elles n'étaient pas du tout basées sur des preuves. Elles se fondaient principalement sur ce que les gens ressentaient comme étant en train de se produire. Et ils utilisaient essentiellement les meilleures données scientifiques dont ils disposaient à l'époque, ce qui n'était pas très bon. Mais encore une fois, c'était très dogmatique, très rigide, très structurel. On passait beaucoup de temps à apprendre des techniques spécifiques. Aujourd'hui, je pense que c'est très différent. Nous essayons de l'ancrer dans ce que les preuves suggèrent. Nous savons que les techniques n'ont pas besoin d'être aussi rigides et spécifiques que nous le pensions auparavant. Il y a une plus grande flexibilité. Et il y a, je pense, une meilleure compréhension de ce que cela fait et ne fait pas. Très intéressant, en effet. Pour revenir à la technique Maitland, vous avez dit que vous l'enseignez. Est-ce que vous l'enseignez encore aujourd'hui ?
Pas la technique Maitland, non. Quand j'enseigne maintenant, je le fais selon une approche éclectique. Je dirais que je suis très influencée par le processus d'évaluation de Maitland, que je trouve toujours très brillant, et très centré sur le patient, très centré sur la personne. J'utilise donc toujours cette partie de l'approche. Comme vous le savez, beaucoup d'approches, je pense, utilisent le processus d'évaluation Maitland. Mais je me suis éloignée de certains des éléments les plus philosophiques de Maitland et j'ai adopté d'autres approches. D'accord. Avec vos propres mots, qu'est-ce qui différencie l'approche de la technique Maitland de, par exemple, la technique Mulligan ou Mackenzie? Oui, c'est vrai. Je pense donc que les approches de Maitland et de Mulligan sont probablement identiques du point de vue de l'évaluation. Je pense que la différence entre Mulligan et Maitland est l'application et la volonté d'appliquer la douleur au patient. Maitland a tendance à travailler dans la douleur. Mulligan a tendance à ne pas faire sentir la douleur dans son approche. La plupart des autres approches sont très biomécaniques. Ainsi, beaucoup d'approches nordiques sont très axées sur l'ortho, la cinématique. Vous devez bouger en suivant les principes du roulement, de la colonne vertébrale et du glissement, du convexe sur le concave et d'un certain nombre d'autres domaines. Ils sont très spécifiques dans la manière dont ils appliquent leurs interventions et il faut généralement plus de temps, je pense, pour les maîtriser. Il s'agit donc d'une approche très différente de celle de Maitland, qui est très axée sur le patient. Et je pense que les approches biomécaniques sont très axées sur le clinicien. Intéressant, en effet. Parlons maintenant un peu de vous. Comment vous organisez-vous sur une base hebdomadaire avec vos recherches, vos enseignements et votre pratique? Eh bien, je travaille dans le milieu universitaire, donc je suis responsable de certains domaines, comme l'enseignement ou les réunions liées aux subventions, par exemple. Mais à part cela, il y a une grande flexibilité et je pense que c'est l'une des choses que j'aime tant dans ce métier. Il y a beaucoup de temps pour la pensée créative et la lecture, et vraiment pour ne pas être accaparé par beaucoup de choses dont les cliniciens sont responsables. Le mardi et le jeudi sont les jours où je traite les patients, et je traite les patients dans le cadre de nos essais cliniques. Je veux donc m'assurer que les soins fournis sont ceux que j'estime être des soins de qualité. J'ai donc tendance à fournir les soins dans mes études. Je pense que la fidélité est un gros problème pour beaucoup d'études de recherche existantes. Comme j'occupe un poste de chercheur principal, je dois rédiger de nombreuses demandes de subventions. C'est donc beaucoup. Cela prend beaucoup de temps. Vos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais un universitaire consacre entre 75 et 150 heures à la rédaction d'une demande de subvention. C'est beaucoup de matériel et on y consacre beaucoup de temps. Les taux de réussite pour l'obtention de subventions sont très faibles. Un lauréat obtiendra peut-être 10% des subventions qu'il soumet. Vous travaillez très dur pour un gain minime dans ce domaine. Quand vous parlez de subventions, juste pour que nos auditeurs comprennent, parce que le système est légèrement différent en France, s'agit-il d'étudiants en doctorat ou d'étudiants en général? Est-ce que vous pouvez préciser? Non, je m'excuse, je suis très centrée sur les États-Unis. Lorsque nous parlons de subventions, le gouvernement et parfois des fondations privées lancent un appel à la recherche et disent qu'ils vous donneront $1 million si vous réalisez un certain type d'études. Les National Institutes of Health, en particulier, ont tendance à accorder chaque année des milliards de dollars de subventions aux chercheurs qui financent la recherche car celle-ci est très coûteuse et le temps qu'elle prend. Elles paieront l'équipement dont vous aurez besoin, elles paieront les patients pour qu'ils viennent, les statisticiens, les aspects réglementaires, etc. Nous avons de la chance aux États-Unis de disposer d'un système formel dédié aux subventions. Mais c'est très compétitif. C'est un défi, mais c'est le cas et c'est ce que je veux dire lorsque je parle de subventions. So we're very lucky in the United States that we have a formal granting system in which, but it's very competitive, it's challenging, but it does, that's what I mean by when I say grants. D'accord, ok. Oui, c'est vrai, système légèrement différent. Parlons maintenant de la thérapie manuelle. Pour vous, quels sont ses avantages et ses inconvénients en tant que kinésithérapeute?
Oui, je pense tout d'abord que c'est une bonne question et je vais y répondre de plusieurs façons différentes parce que je pense qu'il faut encercler le concept pour vraiment comprendre ce que c'est que la thérapie manuelle. Je pense que la thérapie manuelle a souffert de beaucoup de mauvaises définitions dans le passé et de beaucoup de choses bizarres que les gens appellent thérapie manuelle, comme par exemple la thérapie crânio-sacrée. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une thérapie manuelle, ni d'aucune de ces choses que l'on appelle thérapie manuelle, mais je ne pense pas qu'elle s'inscrive vraiment dans le domaine que nous voulons. Je décrirais la thérapie manuelle comme l'utilisation thérapeutique qualifiée des mains, et je ne pense donc pas que ce soit une thérapie manuelle. Je ne pense pas que les massages instrumentés soient de la thérapie manuelle. Mais la mobilisation, la manipulation, la mobilisation des tissus mous et les techniques de MET, Muscle Energy Technique, je les inclurai dans cette application qualifiée au niveau des mains. Nous venons de publier une définition de la thérapie manuelle orthopédique dans le journal The Journal of Physical Therapy, dont l'auteur principal est Jason Silverdale. Si vos auditeurs sont intéressés par notre définition, je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'il ne s'agit pas d'une intervention isolée dans notre esprit. La thérapie manuelle est une approche intégrée qui utilise le raisonnement clinique. Il y a toujours une composante active intégrée. Ce n'est donc pas le cas. Vous savez, nous nous contentons de manipuler les gens et rien d'autre. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer des techniques que nous ne jugeons pas assez sophistiquées. Il faut qu'il y ait un raisonnement derrière. Il doit y avoir un but derrière cette intervention et elle doit être qualifiée avec un élément de formation. Oui, c'est vrai. Et cela m'amène à la question suivante. Qu'est-ce qui fait un bon thérapeute manuel? Eh bien, je pense que la façon dont je réponds à cette question pourrait vous surprendre. Je pense que les qualités d'un bon thérapeute manuel sont les mêmes que celles d'un bon physiothérapeute, à savoir une personne très centrée sur le patient, qui est empathique et attentionnée, qui fait de son mieux pour comprendre les besoins du patient, le soigner en fonction de là où il ou elle en est, et d'appliquer le bon traitement pour ce patient en particulier. Et le bon traitement peut varier d'une personne à l'autre. Ainsi, un bon thérapeute manuel peut parfois utiliser la thérapie manuelle. Parfois, il ne l'utilisera pas. Un bon thérapeute manuel sera le type de personne dont les soins seront légèrement différents en fonction des besoins du patient. Il s'agit donc d'un clinicien très adaptatif qui se préoccupe vraiment de son patient, qui se préoccupe vraiment de l'intervention qu'il fournit. Et pour moi, ce n'est pas très différent d'un bon physiothérapeute. Je pense que les éléments sélectifs qui peuvent distinguer un très bon thérapeute manuel sont qu'il a beaucoup d'expérience. Il a vu différents types de problèmes chez les patients, des problèmes musculo-squelettiques qu'il peut traiter et qui ont peut-être échoué dans les mains d'autres cliniciens. Et j'en ai vu beaucoup. Il y a des cliniciens vraiment talentueux qui semblent avoir un don dans ce domaine. Mais ce don n'est pas surnaturel. C'est quelque chose qui s'acquiert au prix d'une longue formation et d'un grand nombre d'interactions avec les patients. Quand utiliser la thérapie manuelle, quand est-ce que c'est le mieux pour un certain type de patient? Est-ce qu'il y a une bonne façon de savoir quand l'utiliser en fonction du patient, de la pathologie, et qu'il s'agisse aussi d'une douleur persistante ou d'une douleur aiguë? Non, j'apprécie la question, surtout avec la médecine de précision qui se profile à l'horizon et l'espoir de pouvoir fournir les bons soins aux bons patients au bon moment. Je commencerai par dire que nous ne le savons pas encore. Nous n'avons pas la capacité de comprendre quel patient en face de nous a besoin d'une intervention particulière. Nous ne savons pas s'il a besoin d'exercice. Nous ne savons pas s'il a besoin d'une thérapie manuelle. Nous ne savons pas s'il bénéficiera d'une thérapie cognitivo-comportementale. Il y a une telle variabilité dans les études qui se sont penchées sur la question qu'il s'agit d'un effet de traitement, les modérateurs. Et nous ne le savons pas encore. Nous ne savons même pas pour la chirurgie, les médicaments ou autres. Mais nous y travaillons. Et c'est certainement le saint graal de ce que nous faisons.
Par conséquent, nous faisons de notre mieux, nous raisonnons cliniquement et nous examinons les caractéristiques sélectives du patient. Je vais passer en revue quelques éléments que je recherche dans une population de patients. Tout d'abord, il s'agit d'une préférence du patient qui s'attend à recevoir de la thérapie manuelle ou pas, s'il le veut ou pas. Si le patient en a déjà fait, s'il pense que c'est une bonne chose qui pourrait être bénéfique pour lui ou elle dans un contexte précis. Les mécanismes de la douleur sont probablement importants. Si les mécanismes de la douleur ne sont pas réceptifs, il sera probablement plus réceptif à la thérapie manuelle que contrairement à un patient qui est nociplastique. Le patient qui a une douleur nociplastique a probablement besoin d'une meilleure intervention ou d'un type d'intervention différent. Vous devez probablement modifier votre approche en thérapie manuelle et l'intention dans celle-ci, mais elle peut toujours être bénéfique. La dernière chose est sur le plan musculo-squelettique. Si les individus ont des raideurs, s'ils ont des régions sectionnées qui sont bloquées dans la colonne vertébrale ou dans la région périphérique, ou si c'est unidirectionnel, s'ils ont une douleur primaire, s'ils ont tendance à répondre à une thérapie manuelle précoce, intégrer à une approche active, d'après mon expérience. Mais il est certain qu'il faut attendre ou appliquer et voir si cela fait une différence. Si ce n'est pas le cas, il faut passer à autre chose. Ok. Je comprends, oui. En ce qui concerne la technique de thérapie manuelle, pour entrer dans les détails ici, est-ce que c'est important d'être précis dans le placement des mains ou en fait avec le recul, la recherche a prouvé qu'il importe peu où la main se place, où la main doit être, car le message, la réponse du patient sera toujours positive. Et il enverra un message positif dans le corps. C'est une excellente question, et surtout compte tenu du temps que les thérapeutes manuels consacrent à la spécificité de la formation et à leur éducation, on se pose des questions. Devons-nous être précis dans notre façon d'enseigner? Permettez-moi donc de revoir la littérature sur ce sujet. Il n'y a pas autant de littérature dans le domaine périphérique, membre inf et membre sup, mais il y en a beaucoup sur la colonne vertébrale. 9 essais randomisés ont examiné la manipulation de la colonne vertébrale et la nécessité ou non d'être spécifique, et je crois qu'il y en a 6 sur la mobilisation. Les études sur la mobilisation vertébrale montrent que lorsque l'on examine les effets moyens du traitement d'un groupe précis ou spécifique par rapport à un groupe non spécifique, il n'y a pas de différence dans les résultats entre ces deux groupes. Dans tous les essais contrôlés randomisés, certaines personnes bénéficient réellement de l'intervention. D'autres n'en bénéficient pas. Et ce que l'on constate, c'est un écart assez important entre ces 9 études. Certaines personnes bénéficient d'une approche précise, d'autres non. Mais il y a aussi des personnes qui bénéficient d'une approche moins précise ou non spécifique et d'autres qui n'en bénéficient pas. Mais en moyenne, il n'y a pas de différence entre ces deux groupes. En moyenne, nous dirions donc que non, il n'est pas nécessaire d'être spécifique, en particulier en ce qui concerne la douleur et l'incapacité. En ce qui concerne l'évaluation globale du changement, 3 études ont montré qu'il fallait être précis. La différence avec l'évaluation globale. Un changement est perçu par le patient. Il s'agit donc probablement d'une composante contextuelle. Le patient pense qu'il y a quelque chose, parce que vous êtes sur leur zone particulière, ils pensent qu'ils obtiennent quelque chose de plus valable à partir de là. En ce qui concerne la mobilisation, il est intéressant de noter que 2 études suggèrent qu'une approche non spécifique pourrait être meilleure qu'une approche spécifique. C'est donc assez intéressant. Et cela concerne la douleur et l'invalidité. Oui, c'est intéressant. Donc si vous savez, je peux résumer que certainement à l'heure actuelle, sur la base de la littérature que nous avons, et si nous regardons les résultats sur la douleur et l'incapacité, l'application rigide très dogmatique d'une approche spécifique n'est pas vraiment soutenue. Cependant, certains patients avec lesquels vous travaillez pourraient bénéficier d'une approche spécifique et c'est au clinicien de s'en assurer. La céphalée, par exemple, au niveau des cervicales, tomberait dans ce cas, et ensuite potentiellement certaines zones autour du cou. Je ne pense pas qu'il faille être spécifique avec le dos. Une manipulation générale non spécifique est probablement bénéfique. Il ne semble pas qu'il soit nécessaire d'être spécifique au niveau de l'épaule, bien que l'épaule suggère qu'une approche spécifique donnerait également un meilleur résultat. Encore une fois, cela dépend de ce que vous mesurez et de l'interprétation que vous en faites.
So again, it depends on what you measure, and it depends on the interpretation, I guess. Concernant les formations et l'enseignement, que recommanderiez-vous à un kiné qui souhaite se former en thérapie manuelle? Le véritable défi est l'aspect psychomoteur de la formation d'une personne à l'utilisation des techniques qui prend beaucoup de temps. Et comme notre champ d'action s'est tellement élargi, il entre en concurrence avec beaucoup d'autres compétences que nous devons acquérir en tant que kinésithérapeute. Il suffit de penser à l'évolution de la profession au cours des 2 dernières décennies. Dans le cadre de l'enseignement, nous devons donc décider si nous devons consacrer autant de temps à la spécificité des techniques et à l'enseignement de toutes ces choses. Ou devrions-nous réduire cela à quelques techniques, parler un peu plus de ce que vous savez, de ce que vous devriez dire à chaque patient. Comment et comment encadrer la thérapie manuelle? Qu'est-ce que l'on recherche ici? Quelle est la bonne réponse? Consacrer plus de temps à cette partie et à la compréhension de la réponse du patient. Et peut-être réduire un peu l'apprentissage des 8000 techniques différentes qui font des choses très spécifiques et apprendre une approche plus générale. C'est l'approche que nous avons adoptée, surtout si on tient compte du temps qu'il faut y consacrer. Et je pense qu'il faut aussi connaître son public, n'est-ce pas? Parfois, lorsque vous enseignez, les gens fonctionnent à un niveau beaucoup plus élevé et vous pouvez entrer dans des discussions plus philosophiques, avec plus de compréhension, de raisonnement, plus de traitement autour des mécanismes de la douleur. Ce genre de choses, c'est bien plutôt que d'être très basique et de passer beaucoup de temps en laboratoire sur les techniques. Oui, c'est vrai, c'est logique. D'après vos recherches, est-ce que la thérapie manuelle est plus efficace pour les patients souffrant de douleurs persistantes que pour ceux souffrant de douleurs aiguës? Qu'est-ce que dit la recherche sur le sujet? C'est intéressant. Cela dépend de la façon dont on s'en sert. Par exemple, la douleur persistante est décrite de cette façon. J'ai eu cette discussion récemment avec une personne qui a examiné la classification de la douleur chronique primaire de l'IASP. C'est une définition très large. Elle couvre des choses comme le syndrome du côlon irritable, les problèmes au niveau des viscères et les problèmes musculo-squelettiques chroniques. Ainsi, pour le syndrome du côlon irritable et les problèmes viscéraux, la thérapie manuelle ne sera probablement pas bénéfique du tout. Pour certaines douleurs chroniques, comme la lombalgie chronique ou la cervicalgie chronique, elle donne d'assez bons résultats. Dans la littérature, ces résultats sont équivalents ou supérieurs à ceux des interventions comparatives. Elle donne également de bons résultats dans les cas de douleurs aiguës ou subaiguës. Mais dans de nombreux cas, ces affections se résorbent d'elles-mêmes. Par conséquent, on n'y voit pas autant d'intérêt parce qu'il est probable que le pronostic soit bon de toute façon. Et il est très probable que n'importe quelle intervention soit utile dans ce cas particulier. Mais je pense que l'on croit à tort qu'il n'y a pas de documentation à l'appui de la thérapie manuelle pour la douleur chronique persistante. En fait, elle donne d'assez bons résultats en tant qu'élément intégré avec une approche active et une approche basée sur la communication. Je sais que je m'éternise, mais je pense que c'est vraiment important. Je suis un chercheur de bases de données et je reçois donc des ensembles de données contenant 150 000 visites de patients ou 150 000 avec 150 000 thérapeutes qui ont vu des patients. Il n'y a pratiquement jamais de cas où la thérapie manuelle est le seul traitement utilisé. Dans 99,7% des cas, elle est intégrée à une approche active, donc avec des kinésithérapeutes. Il s'agit de physiothérapeutes américains. Ils n'utilisent pas la thérapie manuelle seule. C'est d'ailleurs l'une des principales critiques à l'égard de la thérapie manuelle. Je pense que c'est une plainte stupide parce que je ne pense pas que les thérapeutes se contentent d'utiliser la thérapie manuelle. Ils l'utilisent dans le cadre d'une approche intégrée. Oui, c'est vrai. Vous parlez de patients souffrant de douleurs persistantes et de douleurs chroniques, et vous avez dit que la thérapie manuelle s'est avérée efficace. Il y a tout un aspect biopsychosocial par rapport à la douleur persistante. Et je suppose que la thérapie manuelle a une place importante dans le sens où ces personnes vivent avec leur douleur. Il y a un aspect psychologique important, probablement aussi.
Ces personnes souhaitent-elles être touchées davantage que les personnes souffrant de douleurs aiguës ou subaiguës? Vous savez, cela pourrait certainement être vrai, tout à fait. L'un des domaines sur lesquels nous avons fait des recherches, et je ne l'ai pas encore mentionné, c'est que j'ai obtenu un certificat en gestion de la douleur chronique de McGill. J'ai donc fait plus de 2 ans d'études supplémentaires pour mieux comprendre comment prendre en charge les patients souffrant de douleurs chroniques. Et je travaille maintenant avec de nombreux psychologues comme Frank Keith et John Burns, en intégrant vraiment comment nos approches pratiques, nos approches actives peuvent contribuer avec une approche basée sur la communication, la gestion de l'état d'une personne. Il est prouvé que les gens ont identifié la valeur thérapeutique du toucher. Jörg Esteves de Malte est une personne formidable. Son travail est vraiment solide. Je n'ai pas fait de recherche dans ce domaine, mais j'ai lu les recherches et en effet, il semble qu'il y ait une composante thérapeutique. Il s'agit uniquement du toucher. Mes recherches, elles, portent sur les effets contextuels. Et pour que vos auditeurs sachent ce qu'est un effet contextuel, il s'agit de l'interaction thérapeutique autour du processus de soin. Cette interaction est entre le clinicien, le thérapeute et le patient. Et cela peut avoir un effet très bénéfique. Il peut amplifier l'efficacité des traitements, ce qui permet d'accroître l'efficacité de l'exercice physique. Vous pouvez augmenter l'efficacité de la thérapie manuelle en tenant compte de ces facteurs contextuels. Giacomo Rossini vient de publier un article paru hier qui montre qu'environ 45 à 50% des effets que nous observons dans nos interventions autour de la thérapie manuelle ou contextuelle sont liés à l'interaction avec le patient. Il s'agit de les toucher. Il s'agit de leur parler pendant que vous faites l'exercice, par exemple. L'exercice a une composante contextuelle, alors que la thérapie basée sur la communication est presque entièrement contextuelle. Tous ces éléments sont donc extrêmement importants. Ils complètent les interventions thérapeutiques que nous proposons. Et Gabriel, l'une des raisons pour lesquelles je dis qu'un bon thérapeute manuel possède les mêmes compétences qu'un bon kiné, en particulier, il peut aborder ces aspects contextuels et établir des relations thérapeutiques avec ses patients. Voilà, c'était la première partie de l'échange avec Chad Cook. La deuxième partie sera publiée la semaine prochaine.